bonsoir, merci d'être si nombreux. Et donc je suis très heureux d'accueillir Madame Sotiria Cornaropoulou, voilà, qui représente en fait l'agence 51N4E, qui correspond en fait aux données géographiques de l'agence, qui est basée à Bruxelles. Donc je suis très heureux parce que on a beaucoup de respect pour ces bureaux basés en Europe. Il y a des pays très intéressants comme la Belgique, les Pays-Bas, la Suisse, l'Espagne évidemment. Et moi je suis assez attaché à ce qu'à l'école on puisse justement accueillir des bureaux étrangers, parce que souvent ils ont une démarche un peu particulière, un peu différente de celle de la France. En l'occurrence, là c'est le cas. C'est une agence qui est constituée, il y a 3 associés, donc Johan Hanris, Frick Persine et Peter Swinen. Ils sont donc basés à Bruxelles. Ils ont fait leurs études tous les 3 à Sint-Lucas à Bruxelles, une école de Bruxelles d'architecture, et ils enseignent parallèlement à ça à Louvain, Rotterdam et Mendrisio. Ce qui est évidemment intéressant, c'est la démarche que vous allez découvrir. C'est aussi, je dirais, l'ouverture de leurs interventions. Ça va de la maison individuelle jusqu'au plan d'urbanisme, en passant par des interventions sur des bâtiments anciens ou des bâtiments, je dirais, neufs. Donc, je dirais, c'est ce qu'on pourrait appeler des non-spécialistes, c'est-à-dire qu'ils ont surtout leur spécialité, c'est de réfléchir sur la question de l'architecture, et donc elle n'est pas cantonnée dans un domaine. Et je crois que je vais surtout... donc ils ont eu de nombreux prix, et puis ils commencent à être connus au niveau international. Et donc, voilà, donc je vais te laisser la parole. Merci. Et puis merci. Merci à vous pour l'invitation. Alors, bonsoir, et merci à vous aussi pour votre présence. Alors oui, comme Dominique a déjà dit, nous sommes une agence bruxelloise qui est pourtant active en contexte international plutôt. Ça veut dire, bien sûr, il y a des projets en Belgique et autour, mais il y a aussi un peu, maintenant ça démarre aussi en France, il y avait toujours une côté Albanie, et récemment aussi un peu de projets en Turquie. Et c'est, comme Dominique a introduit, un portfolio à plusieurs échelles, et plusieurs programmes. Et ce qui lie les projets, c'est plutôt une attitude de l'agence, une lecture de la réalité urbaine et sociale actuelle plutôt. Cette réalité est liée alors comme un produit de décennies de croissance urbaine. Alors d'une croissance urbaine qui produit à son tour un champ urbain diffus, qui est couvre le territoire de manière plus ou moins uniforme, mais souvent identifie des îles fragmentées d'usages spécialisés. Et surtout une accumulation de structures très larges. Ça c'est Strasbourg, évidemment. C'est ma première fois, mais cela a l'air très intéressant. Alors, à la fin, l'autre constat sur cette lecture d'une réalité urbaine, c'est que l'urgence la plus grande à ce moment, ça serait plutôt de trouver des manières de réinventer cet héritage et de le réapproprier, et de le ramener à de nouvelles réalités. Et comme il y a une multitude d'acteurs, de territoires, d'opérateurs, de propriétaires
de gérants du contexte, ça pose en même temps un grand challenge, car c'est une gouvernance fragmentée, mais en même temps un vrai potentiel dans ce qui pourrait être des initiatives nouvelles et d'alliances nouvelles, et des initiatives de coproduction surtout. Alors, à ce but, on a commencé depuis 2 ans un travail de restructuration de l'agence. Ça veut dire que jusqu'à un certain moment, on traitait chaque projet comme un projet vraiment unique, qu'il faudrait avoir une solution unique. Mais de plus en plus, on cherche de voir ce qui relie les projets différents, soit en passant par des processus, côté un peu plus stratégique ou côté un peu plus production des bâtiments, ou certaines thématiques qui traversent différents projets. Et on cherche de comprendre et d'utiliser les différents rôles que l'architecte est demandé d'avoir et peut avoir. Et surtout d'essayer de promouvoir le design comme quelque chose qui est capable de synthétiser avec de l'imagination et de l'intégrer toutes ces voies différentes. Alors la conférence d'aujourd'hui c'est dédiée à une de ces thématiques qu'on appelle Cities Plus, qui a comme but d'explorer l'espace urbain comme une infrastructure commune, partagée, et une infrastructure structurante de l'espace. Je vais vous montrer plusieurs projets de manière un peu partielle pour illustrer cette thématique. La première, c'est située à Istanbul, mais c'était une initiative hollandaise. C'est un vrai projet d'alliance. Alors, c'est la Biennale de Rotterdam qui s'est mis en coproduction avec une municipalité dans la périphérie d'Istanbul, Arnavutköy, ça s'appelle. Et ensemble, ils ont monté un atelier qui concernait nous, mais aussi un bureau de paysage hollandais. Et de l'autre côté, il y avait une série des acteurs locaux au niveau vraiment local, municipal, mais aussi au niveau de la municipalité métropolitaine d'Istanbul et quelques acteurs aussi au niveau national. C'était un des tests, un site test de la Biennale de Rotterdam de 2012. Je vais vous montrer un film qui a été fait pour l'expo à Rotterdam. C'est en anglais, malheureusement, et c'est assez dense. J'espère que vous arrivez à suivre. Istanbul became a megacity in 2000. Today, at 13.6 million, its population is expected to rise to 22 million by 2023. The city is on a rapid growth trajectory. What is the meaning of a sustainable city in such growth conditions? Can the city still offer good life prospects to its inhabitants? The city has been expanding dramatically in recent decades, following major new transportation axes. Today, new large-scale projects are in preparation. A third Bosporus Bridge as part of the North Marmara Highway, new airports, transportation infrastructures, and new areas for urban expansion. More and more city will be made. In Istanbul, every northward expansion of the city puts huge pressure on essential resources like clean air, water, and arable land. Since Ottoman times, a network of reservoirs has been providing the city with drinking water. This network is reaching its limits. If the consumption rate increases, Istanbul will soon have to import drinking water.
The elaborate master plan of 2009 acknowledges the threat to the sustainability of the city and tries to discourage further growth. It sets a recommended population limit of 16 million. The city, it says, should grow laterally along the Marmara Sea. In the north, forests and water zones should be protected and ecological agriculture and ecological tourism promoted. Following the master plan strategy for water basins protection, gradient protective offsets are drawn around the reservoirs. Strict controls are carried out in these prohibited areas in order to eliminate trespassing settlements. A comparison of the current protection strategies and urban sprawl tendencies, however, raises questions about the future of the northern zone. In the absence of an integral vision, of coordination, and of effective tools, urbanization will prevail over low-resistance territories. Today, in northern Istanbul, regulations are trying to limit growth by setting a maximum density. Areas under urbanization pressure are growing by spreading across the terrain, and underutilized agricultural lands become targets for real estate developments. Even if stricter regulations manage to remove buildings from certain protected areas, what remains is the constant pressure of sprawl. With a sustainable future in mind, an alternative strategy is proposed. Urban density is encouraged to take place along the narrow ridges of the water basins, leaving their core entirely free of settlement. Urban density and resource protection are seen as indissociable components of a single system. Two specific aspects of Istanbul are combined in the proposal. The first involves the city's topography. The characteristic relief of Istanbul consists of a vast system of ridges and basins, covering the entire region. The proposal reads Istanbul as a collection of cups. This provides the appropriate development unit for the urgent issues of water protection. The second aspect is there in the macro form of Istanbul. Integral urbanized zones lay next to integral landscape zones. The proposal applies this model at the scale of one basin and investigates an issue that has not hitherto been addressed: how the two zones can profit from each other's presence. The study area is located beyond the edge of the city. It summarizes all the issues that Istanbul is currently facing: water basins, an existing highway to the south and the planned new highway in the north, housing and industrial development projects, and a very rapid urbanization process gradually taking over villages, rural lands, and natural areas around them. Today, Arnavutköy is in urgent need of strategies to proactively channel and control the development pressure. The proposal takes up the gradient protective zones of the master plan. It refines them by relating them back to natural topography. It shapes the landscape into zones with specific content and physical expression to prevent land misuse. A strong agricultural land use is vital in order to shield the basin against real estate speculation. However, with rainfall being insufficient and drinking water use precluded, agriculture today lacks water and has little chance of survival. The future of the reservoir is also in danger.
An alternative water source is to be found in the city. Wastewater is not discharged into the sea, but treated and reused as irrigation water. The proposal closes the cycle. The city is the provider of necessary resources for agriculture and thus protects the water basin, which in turn feeds the city with clean drinking water. How does it work? All runoff water is gathered and filtered in a functional nature zone before reaching the basin. Water flows are separated, preventing pollution. Ecological shorelines naturally pre-cleanse the water. All urban development is concentrated on the highest grounds around the basin. This is the only zone containing buildings, so that its output can be controlled and reused. Grey water is recycled to reduce water demand. Urban wastewater is treated with algae, constructed wetlands, and biochar facilities. New forest bands mark the city boundary. Together with the city, they provide charcoal for the biochar facilities. Precision agriculture zones on the forest edge are enriched with biochar, a sustainable fertilizer preventing nutrient outflow, and irrigated with treated urban water. Extensive grasslands form a buffer zone around the reservoir. The city benefits in return from the system's increased wood and food production, combined with recreational possibilities and newly found ecological value. Subtle landscape elements form clear boundaries between the zones and offer a variety of uses. The proposal works like a parametric equation. If density augments, water output augments. In a paradoxical way, developing the city further ensures a more durable protection of the basin. In the end, concentrating development in certain zones and keeping others settlement-free creates a very specific living condition. A real urban environment, complete with connection possibilities and mixed use, but at the same time, in direct relation to an abundance of nature and a characteristic topography. Currently, pilot sites are studied to test tools regarding time management, property rights management, and cross-authority collaborations. Unlike a plan, the strategic vision is about the steering of processes. Reproduced around other basins, this strategy can result in a sustainable urban configuration for Istanbul. L'exposition a été relativement un succès. Il y a eu une délégation nombreuse de la municipalité turque qui est arrivée. Et après, on a commencé à travailler sur des projets pilotes sur cette vision, en cherchant de mettre en place de manière plus ponctuelle les principes de la vision de coproduction entre zones, de prévenir aussi que certains couloirs écologiques de la région seraient canalisés. Ça, c'est une photo d'un autre endroit d'Istanbul, pour des raisons de prévention d'inondation. Et puis le principe était légèrement différent, car la canalisation, bien sûr, prévoit de manière assez agressive une prévention d'inondation, du degré de l'inondation qui peut arriver une fois dans les 500 ans. Et comme ça, en ayant aussi des zones à côté où de bâtir était prohibé, il y a des zones entières des territoires qui sont neutralisées, disons. Et on cherchait de changer ce principe avec une coupe naturelle, asymétrique dans ce cas-là, qui permet l'utilisation de la surface qui serait inondée de temps en temps
avec de programmes publics ou de l'agriculture très extensive que de temps en temps peut inonder. Mais ça serait de manière contrôlée. Et il y a bien d'exemples internationaux qui ont fait ces canaux, ont passé à un processus de renaturation par après. Et on cherchait de coupler ça avec des moments des espaces publics. Ça veut dire le couloir, c'est quelque chose de très agréable, c'est un parc urbain presque. Et de donner accès à ça à travers d'interventions ponctuelles qui relient les côtés urbains, mais donnent aussi accès au couloir. Il y a eu, disons, 1 an de projet, on a 1 an et demi. Et après, depuis, il y a 1 an et demi de silence, dans le sens que c'est assez compliqué de trouver les alliances justes entre autorités. Pour le moment, l'autorité turque, ils ont produit leur propre lecture du projet, ils ont produit un bouquin, et on attend de nouvelles à propos du projet. On passe au contexte albanien. C'est un tout petit projet, et ça concerne aussi un petit pont. C'est Tirana, et c'est la rivière qui passe au sud de la ville, c'est Lana. Et quand Tirana, ou Albanie plutôt, a changé de régime à la fin des années 80, a passé du socialisme à une démocratie, il y a eu une construction assez sauvage dans plusieurs parties de la ville et du territoire en général, qui tournait le dos complètement à la rivière, l'utilisait comme pour des déchets. Et au début des années 2003, je crois, la municipalité de la capitale a agi. Elle a nettoyé la rivière, le lit de la rivière. Et le projet, c'est un petit pont piéton plutôt, sur cette rivière. Et ce qu'on a cherché de faire, c'est de prendre la question pour une petite infrastructure et en faire un espace public. C'est plutôt la forme du petit pont qui, en ayant assez large, arrondi, fait que le piéton peut rester un peu plus de temps, ça devient un peu un point d'arrêt. Dans un contexte comme le contexte albanien, où l'appropriation de l'espace public est très spontanée, est très forte, ça marche bien. Il y a aussi un bord très large sur le pont qui fait, la plupart de l'année, fait une petite librairie plein air. Toujours Tirana, c'est un concours qu'on a fait pour la place centrale de la ville en 2008. Oui, la place fait partie de l'héritage communiste alors. Ça, c'est une photo des années 80, quand la propriété d'une voiture, comme toute propriété privée, n'était pas une option. Mais en 2008, bien sûr, c'était une situation différente. C'est aussi un point où de différents axes importants convergent. Alors c'était un grand rond-point dominé par la présence de la voiture. Et pourtant, dans des moments comme ça, que c'était un jour national, une fête nationale, où les voitures pour un jour n'étaient pas là, il y avait une occupation très spontanée et très nombreuse de la place. Dans le projet, on travaillait ensemble avec un artiste albanien, s'appelle Andri Sala. Il a travaillé beaucoup en France et maintenant il réside en Allemagne, qui a une vue sur le contexte albanien de l'intérieur et de l'extérieur en même temps. Il est très sensible aussi à des conditions sociales.
Et ensemble, on a commencé à se demander sur le rôle du citoyen dans ces contextes-là. La base du projet, c'était un master plan d'une agence française qui prévoyait de nouveaux bâtiments. Il réduisait l'échelle de la place à une échelle plus humaine, selon le master plan. Et ce qu'il faisait, c'est que les bâtiments socialistes, là où ils sont à la périphérie de la place au début, et ils passaient en deuxième ligne, disons. Un peu une époque nouvelle pour le contexte. Et notre proposition, pratiquement, a mis ça un peu en question, car à la place de ça, on proposait plutôt ça. Ça veut dire un périmètre qui maintient tous les bâtiments et maintient un vide assez large. Aussi car dans le contexte de Tirana spécialement, c'est une urbanisation presque aléatoire parfois, et très dense aussi. D'avoir un grand vide tout au cœur de la ville nous semblait une opportunité à ne pas rater. Ça, c'est une visualisation de la place dans la proposition. Il cherchait aussi le projet de construire un type de panthéon des époques différentes. Il y a des bâtiments ottomans, il y a des bâtiments socialistes, il y aurait quelques bâtiments nouveaux aussi sur ce périmètre. Aussi pour arriver à densifier le périmètre et faire le vide plus explicite. Aussi avec beaucoup de végétation dense sur la ceinture autour de la place. Et cette ceinture serait un peu un alter ego du grand vide, dans le sens que là, il y aurait beaucoup de ombres, beaucoup de fraîcheur, un environnement un peu plus confortable. Et même à travers le nouveau bâtiment, il cherchait toujours d'établir une liaison entre ce positif et négatif de la place et ajouter des fonctions publiques. L'espace de la place même ne serait pas complètement plat, mais en pyramide légère. Oui, l'esquisse c'est un peu dubieux, mais le principe serait que du centre des pyramides, ça serait le seul endroit où tu peux voir tout ce qui se passe autour. Ça veut dire d'un côté de la place, tu ne peux pas voir complètement à l'autre côté à cause de cette pyramide. Et en étant au centre de la place, ça serait un moment où la monumentalité des bâtiments socialistes, toujours sur un socle un peu... serait annulé. Ça veut dire que c'est un moment que tu fasses le bâtiment dans les yeux, disons. Sur la surface, il y avait prévu un système de fontaines qui recyclait l'eau pluviale le retenait souterrain et les lançait dans les jours chauds. Ça, c'est un dessin de ce système. Et dans une vie nocturne aussi, on cherchait d'imaginer l'opportunité d'un horizon presque urbain. Ça veut dire un sentiment comparable à ce que tu as devant une plage, un espace de réflexion. La construction était partie en deux phases. La première phase étant tout ce qui est souterrain. C'était un travail assez difficile de démêlage d'infrastructures existantes. Et la canalisation de ces infrastructures et de nouvelles de manière plus structurée et propre. Oui, à un certain moment, cette phase était complète et il laissait que la deuxième phase qui était tout ce qui est surface à faire. Mais ça a tombé sur le même moment avec des élections locales. Et la ville a changé de main. C'était la partie qui était opposition avant, qui a produit un maire. Et comme la place est un espace très très symbolique tout au cœur de la ville, il a fallu
s'est débarrassé du projet. Alors, très très vite, il y a une nouvelle surface qui s'est mise en place. Et pratiquement, il a porté à nouveau aussi la circulation des voitures dans l'état plus ou moins original de 2008. Ça, c'était l'inauguration, le jour de l'occupation. Oui, en passant tant de temps à Tirana et en Albanie, on a commencé à avoir des réflexions un peu sur le contexte plus large. On cherchait une manière de travailler avec, d'avoir un peu une vision un peu plus territoriale. Et une première opportunité nous a été donnée à travers un atelier en académie avec l'Université catholique de Louvain et en collaboration avec une université locale à Tirana. C'est un projet en master. Et ça a commencé d'une observation d'une présence de l'eau très forte dans la région. Les petits points sont, pour vous orienter, ça c'est Tirana, ça c'est Durrës, qui est le port principal du pays. Alors cette eau, pendant qu'il est très présent, si tu vas en vue de l'eau, c'est pas très, les personnes ne sont pas très conscientes et c'est un élément presque négligé, on dirait. Mais pourtant, dans le contexte de Tirana, ça pourrait faire une vraie différence car c'est urbanisé de manière très agressive aussi. C'est différentes photos du contexte à la recherche de valeurs nouvelles après le change de régime. C'est toujours en cours, mais maintenant ça cherche une balance toujours. Alors, le passage d'une collectivité absolue et forcée à une individualisation aussi très, très forte a clairement laisse des traces sur le territoire, car il n'y a pas toujours de règles mises en place, ou même s'il y a des règles, ça ne veut pas dire qu'il y a un gouvernement capable de le suivre. Alors il y a une tendance très forte à suivre la topographie car c'est facile, mais aussi les infrastructures routières. Et des éléments comme l'eau, c'est un peu à l'arrière de l'urbanisation et ça produit aussi très souvent des environnements comme ça très négligés. Mais pourtant en même temps, la population a un esprit d'entrepreneur très fort, et il y a une certaine ingéniosité et une spontanéité. Et on a vu des exemples qui cherchaient de profiter de la présence de l'eau. Alors, ce réseau de lacs, c'est pratiquement un réseau de lacs artificiels. C'est des barrages qui ont été construits pendant les années communistes pour renforcer l'agriculture. Une image assez idyllique parfois. Ça, c'est une carte qui reprend ces projets communistes. C'était un moment où c'était comme tout le territoire devenait un projet. Il y avait de vastes zones d'agriculture, des industries, de nouvelles infrastructures routières et rails. Et les lacs étaient là vraiment pour soutenir ce système et c'était organisé dans plusieurs années de manière assez systématique. Et accompagné aussi d'un système de canal qui distribuait l'eau dans les champs. Bon, cette infrastructure est toujours là. Ce n'est pas maintenu, mais on a écouté parler que ce n'était pas trop loin d'être fonctionnel. Mais un peu comme les rails, un train par jour entre Tirana et Durrës, c'est négligé. Ce qui était intéressant de comprendre à travers la recherche des étudiants, c'était qu'il y avait aussi une très grande intégration entre le système naturel, la topographie, les rivières,
et les systèmes artificiels, le barrage et le canal, qui faisaient un seul système, une seule opération de la région. Maintenant, ça c'est une superposition de couches d'urbanisation, topographie et eau. Il y a clairement une question de gouvernance qui se pose. Ça c'est en couleur les différents microsystèmes d'eau. En ligne pointillée, les communes, les frontières administratives. Pour faire cette question un peu plus explicite encore, c'est si on voudrait réutiliser l'eau, que les projets des étudiants ont commencé à faire dans différentes manières, la première question qui se pose, c'est comment faire ces communes collaborer pour le faire possible. Ça, c'est tout nouveau, mais c'est basé un peu sur toutes les expériences à Tirana. C'est à nouveau la Biennale du Rotterdam impliquée, mais pratiquement c'est un projet de National Agency of Territorial Planning. C'est un instrument assez récent en Albanie qui cherche à adresser exactement cette question de gouvernance. Alors d'un côté, il cherchera d'établir une vision sur le total du pays, plutôt ça, ou des régions importantes, le centre ou la côte, mais aussi d'établir des projets pilotes qui pourraient catalyser la vision, mais aussi la démontrer, mais aussi embrasser les projets privés, car c'est un contexte où le capital public est faible. Alors on a vraiment besoin de faire le mieux possible des initiatives privées. Et la mission est de mettre tout ça en parallèle et faire de manière que les projets privés font aussi partie de la vision. Et surtout de chercher d'établir une synergie, une intégration en jeu des acteurs. Ça s'est lancé qu'en février 2014, alors c'est en cours. Il y a des différentes étapes dans 1 an, dans 3 ans, etc. Dans le contexte albanien, c'est assez nouveau et assez... il y a beaucoup de risques dans cette opération, mais ça semble assez nécessaire en même temps de chercher de pousser dans cette direction. Dans la recherche de nouveaux modèles de gouvernance des ensembles, ça c'est un projet, plutôt un exercice qu'un projet. C'était une opération montée de TU Delft, ensemble avec K-Platform, qui est une plateforme de caractère culturel, qui pense sur l'urbanisme et le territoire, et de Nile, l'architecte hollandais. Et la question, c'était comment rénover la rénovation urbaine. Un style d'opération qui, en Hollande, il y a une histoire assez très présente. Alors, c'était un exercice qui a comme résultat une publication et un événement. Et ce qui était intéressant à propos de ce processus, c'est qu'ils ont impliqué 4 villes, et personnes de ces villes, de l'administration, aussi un peu de politiciens. Ils ont vraiment impliqué au projet et ils ont couplé avec des architectes qui travaillaient sur un site de cette ville, de manière que aussi ces personnes de l'administration ont été là pendant la présentation finale, défendre le projet devant le public, répondre aux questions ensemble, etc. Notre site, c'était La Haye. Et c'est un quartier qui s'appelle Schilderswijk. C'est un quartier qui est très, très central, c'est ça. Et c'est entre le centre de la ville et, disons, la gare internationale de La Haye, qui est celui-ci. Car l'autre, la gare centrale, c'est pas un vrai passage pour le train. Et pendant qu'en marchant sur la périphérie du site, on sent très fort la proximité du centre.
et le quartier de la gare en soi, c'est très, très vif, très, très actif. Et il y a autour de ce quartier des projets de rénovation urbaine qui ont eu beaucoup de succès. Pour quelques raisons, dans Schilderswijk, ça restait un problème après des décennies des interventions publiques. Ça veut dire oui, il y a un taux de chômage élevé pour les standards néerlandais et les standards de la ville. Il y a de la pauvreté pendant qu'il y a beaucoup de la population jeune. Et ça, c'est très lié au fait que la population est surtout non hollandaise. C'est un quartier d'arrivée des personnes qui entrent l'Hollande. Alors, on a commencé à penser à pourquoi il ne marche pas. Il y a eu beaucoup d'interventions dans les années 70 et 80 qui ont rénové beaucoup de tissus urbains dans les quartiers. Ils ont introduit aussi beaucoup d'espaces verts. Et pourtant, ça reste un peu inapproprié. Et on est arrivé à la conclusion, en discutant aussi avec l'administration, que c'est plutôt un décalage entre l'intervention, la méthode de l'intervention et le but de l'intervention et la population actuelle du quartier. Ça veut dire, s'il s'agirait d'une population déjà établie avec un travail de quelque part et son propre réseau, un quartier calme et résidentiel pourrait être très bien. C'est un principe, c'est agréable. Mais comme il s'agit d'une population qui cherche des opportunités, et le bâti ne permet pas à donner de l'espace à ces opportunités. Et même de faire de l'espace commercial, c'est un conflit un peu avec le type de bâtiment qui est en place. Et ça était apparemment un des rues principales commerciaux dans le passé, mais après des rénovations, c'est désintégré. Alors un constat, c'était aussi que le quartier est traité beaucoup comme une île. Les interventions se concentrent au cœur du quartier et ne regardent pas vraiment sur le périmètre et comment faire plus souple cette périmètre de Schilderswijk. Et dans le sens que si on regarde le chômage, il y aurait, avec un calcul un peu rapide, quelques 1000 emplois à trouver pour lutter contre le chômage du quartier. Ces 1000 emplois, c'est presque impossible d'imaginer de trouver dans les quartiers. Alors, par défaut, on parle de quelque chose qui doit se trouver ailleurs. Et c'est une région très riche en activités aussi. Il y a Delft, il y a Rotterdam, il y a des zones d'activité, il y a les universités, il y a des zones vastes de glasshouses, de production agricole. J'ai peur que ça c'est un peu perdu, mais c'est ça. Alors la question est devenue un peu comment aider les personnes à traverser la frontière de leur quartier, plutôt que chercher de trouver la solution dedans le quartier. Alors, notre proposition était une accumulation de petites interventions. Et d'un côté, il y avait de vraies interventions à faire d'un acteur public, mais il y avait aussi beaucoup de propositions qui concernaient plutôt un assouplissement de réglementation pour permettre à des initiatives privées à prendre place. Alors ça, c'était, disons, l'intervention la plus grande qu'on a proposée. C'était un hôtel social presque devant la gare de Hollandspoor, qui travaillerait ensemble avec la gare, mais aussi qui donnerait un lien très direct, très matériel, avec l'autre côté du rail,
qui fait un peu la frontière du quartier, et les lierait avec un centre commercial et une zone d'activité de l'autre côté du rail. Et de côté centre, au long du canal, il s'agirait plutôt d'organiser de manière non matérielle, mais donner l'opportunité à des initiatives privées et faire peut-être un cluster de cuisine internationale, juste de faire de manière d'utiliser tout le potentiel qu'il est là, qui reste muté aujourd'hui. Et alors la proposition se structurait plutôt en outils, une série des outils. Et pour chaque outil, on cherchait d'évaluer différents paramètres comme la taille de l'opération, le budget, si c'était quelque chose que quelqu'un fait lui-même ou c'était une opération municipale, si l'impact de l'opération pourrait être plutôt local ou plutôt métropolitain, s'il s'agissait de l'espace ouvert ou de l'espace bâti. Alors ça c'est en bref les 10 outils. Et vous pouvez commencer à voir un peu les différents profils. C'est un peu comme un DNA de l'intervention qui se forme. Et ce qui nous intéressait, c'était d'avoir une série d'outils qui étaient très différentes et qui couvraient une large gamme de possibilités. Alors le plan à la fin c'était plutôt qu'un master plan, c'était comme un war plan, un plan de bataille. Ça c'est un projet qui s'occupe aussi de l'idée de l'économie urbaine et quel rôle peut l'urbaniste jouer dans cette démarche. L'espace productif dans la ville. C'était un projet en académie, c'était un Berlage Institute en Hollande, en collaboration avec ARP, et c'était sur Bruxelles. Alors il y a ce contexte du port bruxellois qui est toujours actif, avec certaines activités industrielles qui se passent toujours, et ça assez en proximité avec la ville. Et il y a aussi autour beaucoup de commerces, peut-être un peu plutôt informels. Et les étudiants ont constaté que le canal ne jouait pas un grand rôle dans cette dynamique du commerce local. Et par contre, le canal avait commencé à devenir un peu un projet de gentrification, si vous voulez, de projets de promoteurs, où c'était projeté quelque chose comme ça, de l'habitat, dans un endroit qui aujourd'hui c'est plutôt comme ça. Et ils ont commencé à regarder le potentiel productif de cette zone, de l'aspect logistique plus précisément, et dans l'esprit de percevoir la logistique comme quelque chose intégré dans la dynamique de la ville et pas quelque chose comme quelque chose séparé. Et à travers leur analyse, ils sont arrivés à quelque chose qui s'est bien connu, que c'est les derniers kilomètres, disons le last mile, qui fait la plupart de coûts et des impacts carbone sur l'environnement. Et ils ont commencé à chercher des manières de faire mieux. Et d'un côté, regarder sur le véhicule même. Ça veut dire une balance très flagrante d'impact. Ils ont trouvé des cas actuels, internationaux, soit avec des trams cargo, comme ici, cas d'Amsterdam, ou de véhicules un peu plus petits, plus flexibles, plus écologiques, comme ici à Taipei.
Et à travers quelques exemples comme ça, ça c'était assez nouveau pour nous, c'est les moments où il vient chercher les déchets. C'est un moment très spécifique où tous les quartiers sortent pour mettre les poubelles dans le truck. Et ça devient aussi un petit moment social, ça devient un moment que tu rencontres tes voisins. Alors on a cherché aussi de regarder quels pourraient être les aspects sociaux de cette, alors chercher de combiner infrastructures existantes et de la recycler en utilisation, et chercher aussi de trouver des ouvertures sociales. Le tram était évidemment une des pistes de recherche, car il y a pas mal de temps que ce n'est pas vraiment utilisé, des véhicules qui ne sont pas utilisés. Et il couvre, au moins à Bruxelles, un réseau très large. Ils ont proposé une ligne rouge, une nouvelle ligne qui relie le port à l'aéroport et de l'autre côté du canal. Ils ont cherché de calculer la surface couverte par ce réseau. Et puis ils ont commencé avec des projets. Je vous montre ici brièvement deux. Un, c'était un multimodal hub sur cette ligne nouvelle. Une visualisation maquette. Et c'est le point où le traitement de déchets de la ville, c'est un incinérateur, est presque sur le canal. De l'autre côté, il y a un Royal Yacht Club. C'est un environnement très spécifique, très intéressant. Et le projet, cherchait de détailler la nouvelle ligne de tram sur ce point-là, de manière de faire un hub multimodal, comme le nom du projet. Ici, par exemple, ça serait le tram qui pourrait porter les déchets vers l'incinérateur en heure spécifique. Et il y avait de l'autre côté un centre de distribution des produits qui serait arrivé à travers le canal sur les quais. Et aussi de les lier de l'autre côté avec le tram, avec un pôle un peu récréation autour du Yacht Club. Et ça, c'est un autre projet. C'est à l'autre côté du centre-ville, côté ULB de l'université. Et là, l'hypothèse des étudiants était que dans ce contexte, il n'y a pas assez de contact entre les campus universitaires et les quartiers qui les autour. Et ils envisageaient d'utiliser le tram avec un petit équipement ajouté comme espace de distribution des produits achetés sur Internet, dont le campus fait beaucoup d'utilisation, évidemment. Mais ça serait ouvert pour tous les quartiers comme un point de distribution logistique avec les trams. Et il l'imaginait comme partie du parc, alors qu'il pourrait devenir un lieu de rencontre et un lieu de récréation à côté d'un lieu logistique. Et pour ne pas, disons, on aime beaucoup des projets stratégiques et des visions, mais on veut clairement les voir toujours à côté des interventions spécifiques, des vrais projets de bâtiments, alors qu'il y aurait une manière de combiner le top-down avec le bottom-up. On cherche de prouver aussi à nous-mêmes que les bâtiments peuvent aussi servir une vision de leur manière. Alors ça, c'est un projet de bâtiment. C'est en Belgique, c'est au CMV Nevele. Nevele, c'est une petite ville en Flandre, pas loin de Gand. Et au CMV, c'est une institution, c'était pratiquement une résidence, l'extension d'une résidence pour des personnes âgées. Et c'est un contexte très diffus, sans une vraie centralité, si vous voulez.
Le bâtiment, c'est marqué en rouge là. Et c'est un contexte où le résidentiel, qui fait la plupart du programme existant, est conçu de manière un peu belge. Ça veut dire maison propre sur terrain propre. Et je construis mon propre univers en cherchant d'oublier qu'à 10 mètres, il y a quelqu'un d'autre qui cherche de faire la même chose exactement. Et ça, c'était c'est la résidence existante, qui a un aspect un peu institutionnel, qu'on voulait aller au-delà. Alors, ce qu'on a cherché de voir aussi, c'était comment aller au-delà des rapports qui construisent ce type d'environnement. Ça veut dire c'est conçu d'habitude pour faciliter le staff accéder à l'habitant. Ça c'est la logique qui produit cet environnement-là. Et on cherchait de voir comment on pourrait élargir cette perception pour inclure aussi les liaisons entre habitants, mais aussi donner un vrai rôle aux visiteurs, à la famille, aux amis qui visitent chaque jour le bâtiment, et même à la limite au contexte avec lequel le bâtiment est en dialogue. Un dialogue, le contexte, c'est pas trop évident pour créer des dialogues de contexte, mais quand même. On a cherché de prendre cette notion dans différentes échelles du bâtiment, à l'intérieur comme à l'extérieur. Il y a partie de chambres qui s'est toujours organisée de manière un peu plus conventionnelle, si vous voulez. C'était partie du programme. Mais on a cherché d'introduire aussi, de nouvelles typologies de chambres et des couloirs qui seraient un peu comme des espaces publics du bâtiment allongés. Et la logique de la chambre, c'est de ne pas les traiter comme un espace seul, mais comme deux. Un espace plus privé, loin du couloir, et un espace privé, mais de caractère plus public, juste à côté du couloir. Et traiter la façade de cette chambre comme quelque chose qui peut s'ouvrir de manière assez substantielle vers le couloir et faire que l'habitant peut faire partie avec son petit salon de ce qui se passe dans les espaces communs. Alors qu'il y a un petit dégradé qui s'organise du complètement public vers le complètement privé. Et côté extérieur, c'est plutôt l'emplacement du bâtiment qui cherche à servir cette vision d'échange avec le contexte et d'échange dedans le bâtiment. Car c'est placé de manière qui ne s'oriente pas vers la rue principale, mais qui se met en longueur. Alors qu'il peut avoir un nouveau petit chemin piéton qui s'ouvre et qui réunit les deux rues qui forment le terrain. Et ça veut dire que la rue principale, il n'y a pas une façade principale. C'est une façade tout petite, à côté de la maison existante. Et comme on approche, on découvre qu'il y a la façade principale dans l'épaisseur du site, et qui s'ouvre surtout là où il y a le couloir au rez-de-chaussée, s'ouvre de manière assez radicale vers ce contexte-là. L'entrée du bâtiment est aussi organisée le long du passage. Et aussi de l'intérieur, oui, on peut voir ce rapport. Malheureusement, je n'ai pas de photos avec les habitants, mais j'espère que vous pouvez imaginer un peu. De l'autre côté du bâtiment, alors, il cherchait d'absorber un peu ce contexte, son contexte résidentiel. Et là, sur les étages, les couloirs tournent de l'autre côté du bâtiment et organisent aussi des terrasses sur les Y du bâtiment, du plan. Et là, en principe, c'est la même approche où le couloir sont
surdimensionné pour accueillir, provoquer un échange entre habitants, et combiné dans ce cas-là avec des terrasses extérieures. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que tu commences depuis les bâtiments, à travers la fenêtre, de regarder toujours dans les bâtiments de l'autre côté. Et ça, c'est une photo du bâtiment qui cherche d'embrasser, disons, le contexte résidentiel. Pratiquement, c'est tout. Je vous laisse avec un petit mot sur un projet qui est toujours en cours. Ça vient de démarrer pratiquement. Car je sais qu'il y a un atelier, il y a eu au moins un atelier ici à Strasbourg qui s'occupait de ce terrain-là. À Belval, on est à la frontière de France-Luxembourg. Oui, c'est un projet qui confronté avec la condition diffuse de ce territoire. Alors, il y a plusieurs périmètres administratifs, hérités, tout. C'est une opération transfrontalière, mais nous, on travaille sur la côté française par défaut. Et c'était un projet qui a commencé comme une petite confrontation entre France et Luxembourg, car de côté luxembourgeois, il y avait Belval, qui est en cours, elle est presque achevée. Un aménagement assez dense et un peu agressif, beaucoup de mètres carrés. Et de l'autre côté, il y a le territoire français un peu rural, ex-industriel, qui cherche une nouvelle définition pratiquement. On trouve très intéressant ces dessins-là, car c'est un dessin qui... à l'époque, c'est un dessin du bassin industriel. À part le fait qu'il y ait, si vous regardez de près, il y a beaucoup de détails qui expliquent très bien le fonctionnement du territoire. On aimait aussi beaucoup le principe qu'il s'agit d'un vrai territoire, une entité qui dépasse certaines frontières, et qui fait que la topographie, la fonction du territoire font une entité seule. Et avec cette passée-là, oui, il y a plusieurs paramètres et plusieurs identités, dans le sens que oui, la zone désindustrialisée, ça fait que le site appartient presque moins à la France et plus dans une zone Allemagne, Luxembourg, jusqu'à Belgique. Et on voit que certaines friches, certaines infrastructures sont toujours en place, même s'ils ne sont pas fonctionnels. Et par exemple, ces rails abandonnés qu'on retrouve chaque fois dans plusieurs endroits quand on traverse le territoire. Et ça commence à donner une idée du potentiel pour faire liaison de ces villages assez séparés aujourd'hui. Ça, c'est un peu des autres lectures dans ce sens ça, c'est les plateaux, et où on voit que le périmètre du site le fait appartenir d'un réseau de plateaux qui est bien plus étendu que les limites de la communauté de communes, qui est plus ou moins le périmètre de l'opération nationale. Et de même manière, l'agriculture, le voir comme ça te fait comprendre que il appartient à plusieurs régions. Il pourrait être un projet modèle pour des choses hors périmètre pratiquement. Et on cherchera aussi de travailler sur de différentes échelles. Il y a un patrimoine très important de cités ouvrières. C'est une typologie de maisons. Ce n'est pas une typologie, mais les typologies ne sont pas très éloignées. Alors des opérations de rénovation de ces maisons ouvrières pourraient achever une balance carbone beaucoup plus importante que si on se concentre que sur les opérations nouvelles sur le territoire. Ça veut dire une moyenne élevée à la place de quelque chose de ponctuel, parfait, et le reste reste dans la même condition qu'aujourd'hui.
Et on voit aussi, on chercha aussi d'établir une logique de l'urbanisation comme un projet et pas l'urbanisation comme un produit. Ça veut dire s'il y a de l'autre côté de la frontière, c'est assez comme ça, il y a un capital, il y a une réglementation très claire, ça va tout vite, ça produit des bâtiments de manière assez rapide. De chercher ici d'impliquer les acteurs et de faire de manière que c'est peut-être plutôt d'un côté expérimental et atypique de l'opération qui fait la différence. Voilà, je vous remercie. Je ne sais pas s'il y a quelques questions que je pourrais essayer de répondre. Moi, j'ai une question. Est-ce que il y a certains projets qui ont été présentés avec, je dirais, une association où vous êtes associé en fait avec des écoles d'architecture? Est-ce que tu pourrais expliquer comment ça se passe? Pourquoi on fait ça? Ouais, et pourquoi vous faites ça aussi? Oui, c'est assez simple car ça donne. Tu peux aborder sur des sujets vraiment actuels, urgents, avec une contrainte, une liberté plutôt, qui est plus élargie et qui permet de prendre une distance des choses. Peut-être que c'est difficile à prendre pendant des projets très concrets et de réfléchir sur le total. C'est vraiment ça que l'opportunité qu'on voit. Et il y a vraiment des choses nouvelles pour nous aussi qui se produisent pendant ces studios. Et ça peut nourrir de son côté des projets vrais, comme cet atelier Albania et le projet de l'Université de Louvain, qui donne aussi aux étudiants, peut-être éventuellement, si ça arrive à ce niveau-là, l'opportunité de se confronter à des contextes réels. Beaucoup d'anticipation, mais pas de questions. Okay. Merci beaucoup alors. Merci. J'espère que vous a intéressé.